Bonjour à tous fans de basket européen, on se retrouve avec la team Ficelle aujourd'hui pour un portrait de personnage du basket européen. On est très content de se retrouver pour ce troisième portrait. On avait fait Petrovic, on avait fait Saras Sasikevicius, on en fera d'autres après, mais là on va faire celui que vous avez élu comme le joueur que nous devions présenter. Il y en avait 4 qu'on vous avait proposé, Terrell McIntyre, Walter Herman, Marcus Brown et Sacha Djordjevic. Aujourd'hui, pour présenter Sacha Djordjevic, on a 3 personnages qui m'accompagnent. Le premier, c'est Romain. Salut Romain, comment ça va? Salut Corentin, salut tout le monde, ça va super et toi? Ça va nickel, je suis très content de retrouver Romain, mais de retrouver également Adrien. Salut les gars, salut à tous les fans de basket. Et pour compléter cet effectif de rêve, il y a également Mathieu. Salut tout le monde, salut les gars. Alors, on est tous les 4 présents pour parler de la légende Sacha Djordjevic. Alors, avant d'attaquer sa biographie, de vous parler un peu du personnage, parce que je pense que le mot n'est pas galvaudé, je vais demander à chacun de me parler un peu de ce qu'évoque Djordjevic pour chacun d'entre nous, parce que c'est un personnage haut en couleur. Alors, on va commencer par Adrien. Qu'est-ce que t'évoques Djordjevic pour ta part? Alors moi à l'époque, je suivais pas spécialement le basket européen, mais j'avais pas mal entendu parler de lui parce que il faisait partie de l'équipe de Yougoslavie, qui à l'époque était une équipe dominante dans les compétitions internationales. Et c'est ça qui était énorme, c'était de le voir avec les Divac, avec les Bodiroga, les Rebraca, dans une équipe qui avait encore le nom de Yougoslavie, mais qui se limitait à la Serbie-Monténégro. Et c'était encore incroyable à ce moment-là de voir qu'il dominait le basket parmi tous les autres pays d'Europe, quoi. Clairement, clairement. Et toi, Romain, quel feeling tu as, quel souvenir tu as en tête lorsqu'on te parle de Sacha Djordjevic? Alors même si j'avais que quelques semaines, voire quelques mois de vie à cette époque-là, pour moi forcément, Djordjevic représente quelque chose de particulier. C'est celui qui a offert l'Euroleague aux Partisans en 92. Du coup, c'est forcément quelqu'un euh, auquel j'attache beaucoup d'importance. Après, j'avoue que je le connais beaucoup plus en tant que coach qu'en tant que joueur. Mais voilà, un de mes premiers souvenirs envers lui, c'est ce fameux tir en 92. Effectivement, on aura l'occasion de revenir dessus. Et toi, Mathieu, si on te parle de d'Alexandar, dit Sacha Djordjevic, tu penses à quoi? Alors moi, c'était avant tout un nom. J'avais ce nom en tête et je l'entendais souvent revenir, mais je connaissais assez mal le joueur. Je l'ai plus connu en fait en tant que coach aussi. Et puis c'est quand il a repris la sélection serbe que je me suis dit, un petit coup dans le rétroviseur, il faut que je me renseigne un peu sur le garçon. Et c'est là où effectivement je me suis rendu compte que c'était un fort joueur, mais évidemment tout ça a posteriori parce que j'étais trop jeune pour le suivre en direct. On comprend, on est tous à peu près de la même génération, on l'a pas tous forcément vu joueur. Pour ma part, je m'intéressais pas au basket européen à l'époque où il jouait. Il a arrêté sa carrière de joueur, j'entends, en 2005, donc du coup, ouais, c'était un peu short pour moi. Par contre, le premier souvenir qui me vient à l'esprit, c'est le souvenir de cet été, sa fameuse phrase par rapport à la Coupe du Monde et à Team USA en disant que si Team USA les rencontrait lors d'un match de Coupe du Monde, j'ouvre les guillemets, si nous les rencontrons, que Dieu les aide. J'ai trouvé la déclaration culottée, j'ai aimé, parce que pour moi, c'est typiquement dans dans la mentalité des Balkans qu'on a évoqué notamment. Et puis c'était vraiment important dans le sens où je me disais, bah voilà, enfin une équipe européenne, FIBA, qui va essayer d'aller chercher les Américains avec de la motivation et qui ne cache pas ses ambitions. Donc j'ai trouvé ça génial. Voilà, c'est ça que ça m'évoquait. Donc du coup, bah, maintenant qu'on a tous nos petits avis, nos petits souvenirs par rapport à ce personnage formidable, on va passer un peu à sa description. On va tranquillement faire l'évocation de sa carrière de joueur, déjà en Europe, mais également par son petit passage en NBA. On parlera de la NBA, et puis ensuite de son passage en sélection, alors déjà en Yougoslavie, puis Serbie et Monténégro, puis enfin de sa carrière d'entraîneur. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Vous avez quelque chose à rajouter, les gars? Non, pour moi c'est Non, ok. c'est bon. Top. C'est parfait.
Ok, alors un truc important, ce qui m'a souvent titillé, c'est que son vrai nom c'est Aleksandar Djordjevic. Alors il y a plusieurs orthographes, hein, mais après son surnom c'est Sacha Djordjevic, avec S-A-S-A. C'est un beau bébé puisqu'il fait 1,88 m, oui c'est plus grand que moi, pour 90 kilos. Il est né le 26 août 67, donc il a actuellement 52 ans. Il est né à Belgrade. Certains diront même que c'est le prototype du meneur de jeu belgradois comme on les aime en Serbie. Ce garçon a commencé le basket assez jeune puisque son papa était entraîneur de basket. Et ça, c'est intéressant de le mentionner. Si je me souviens bien, c'était Adrien qui nous avait parlé en off. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le papa d'Aleksandar Djordjevic? Ben, il a fait une carrière de joueur, mais assez brève. Et ensuite, ben, il a été coach. Donc là, j'ai sa fiche que je vais vous lire. Donc voilà, il a joué au Radnički Belgrade de 56 à 63. Et ensuite, il a été coach au sein des jeunes du même club. Et il a coaché en différents clubs successifs, Maribor notamment, l'Étoile Rouge. Il est retourné coacher le Radnički Belgrade. Et ensuite, il a coaché différents clubs, notamment en Irak, tu vois, les Émirats Arabes Unis. Donc voilà, une carrière de coach assez diverse. Il a vu du pays, papa Djordjevic. Ouais, c'est clair. Bah, c'est ça qui est Il a, marrant, c'est... Vas-y, je t'en prie, petite Adrien. anecdote, il a aussi été assistant en 92-93 au Limoges CSP. Donc c'est un de ses derniers clubs en tant que coach. Ah, donc du coup, papa Djordjevic et Djordjevic sont forcément dans le cœur de Romain. Partisan CSP, ça y est, la coupe est pleine. Un sans faute. Exactement. Manquerait plus qu'il ait fait le truc Nancy et il aurait rempli de joie tout le monde ici. Djordjevic, c'est assez intéressant parce que il rejoindra le Partizan Belgrade à l'âge de 17 ans, donc à l'été 84. Et, euh, et il croisera notamment dans ce club-là Dragan Kikanovic, qui était l'un des plus grandes stars du basket yougoslave, qui était vice-président à l'époque. Et c'est là qu'il connaîtra, on va dire, on va dire, l'apprentissage du basket et aussi le professionnalisme. Un truc assez intéressant avec le Partizan, c'est que dans l'été 90, il va devoir quitter le club pour faire son service militaire dans l'armée yougoslave et il passera 4 mois dans un training camp pour les Boston Celtics, si je me souviens bien. Malgré tout, il ne fera pas le cut et ne jouera pas pour la franchise mythique de NBA. Malgré tout, il fera quand même une belle carrière aux Partisans et il restera de 84 à 92, ce qui est plutôt honnête, hein, ça fait quand même 8 ans. Donc il est clairement ancré familialement, on va dire, dans l'héritage du Partisan. Il n'a jamais fréquenté l'Étoile Rouge de ce que je vois, donc voilà, pour l'instant, si on devait le situer, ce serait plutôt du côté du Partisan. Alors il va faire beaucoup de Alors, choses du coup. Quentin, Ouais, je t'écoute. j'ai un petit truc à rajouter, justement par rapport à ce que tu es en train de dire. C'est que il a fréquenté l'Étoile Rouge avant de rejoindre le Non. Partizan. Il a fréquenté, il a commencé le basket là-bas, mais attention, Ah, ses coachs et les dirigeants de l'Étoile Rouge ne l'ont pas conservé parce qu'ils considéraient qu'il n'avait aucun talent. Et du coup, il va s'engager avec le Partizan à 17 ans. c'est énorme quand même, aucun talent. Hop, ça c'est fait, suivant. Ok, ok. Ouais, c'est toujours marrant de savoir comment à chaque fois tu es ballotté de l'un à l'autre et comment on peut rater un joueur. Ça me rappelle des histoires type Platini qui est recalé de Metz et qui va jouer dans un petit club un peu plus au sud, en Lorraine, la SNL. Et comme quoi, bon, bah, on laisse passer quelques pépites parfois. C'est la vie, quelque part. Mais du Mais coup, tu vois, ouais, vas-y, vas-y j'ai Adrien. l'impression que même s'il est au Partizan à l'époque, il y a quand même, à cette époque-là, il y a déjà Obradovic, il y a Divac, il y a Sacha Danilovic aussi à la fin des années 80. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être pas forcément, je peux me tromper, hein, c'est pas forcément lui qui fait le plus parler. Il faudra attendre vraiment l'année où ils vont gagner l'Euroleague, vraiment pour que là, il se révèle au grand public, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est vrai que en fait, tu as tellement pléthore de talent que lui, il est passé un peu en dessous des radars. Vu qu'on parle de Partizan, allez-y les gars, hein, n'hésitez pas à commenter sa carrière au Partizan. On passera ensuite à son passage dans la botte. Quelqu'un veut commencer sur le Et Partizan? Alors, je juste, rebondis juste sur ce que disait Adrien. Ouais. ouais, Donc l'équipe effectivement elle est en période de transition aussi parce que ils ont remporté 2 coupes Korac en 78 et 79 avec Kikanovic et Dali Pagic. Donc il y a un coach qui est installé, c'est Dusko Vujosevic, grand coach, Zeljko Obradovic qui est déjà sur sa fin de carrière de joueur, qui prépare aussi une carrière dans le domaine du coaching. Et effectivement, il y a Zarko Paspal, Vlade Divac. En 88, il récupère Predrag Danilovic, qui est un très fort joueur du KK Bosna Sarajevo. Et cette même année, en 88, c'est déjà une équipe qui va au Final Four et qui finit 3e. Donc on est sur une belle équipe, mais une équipe qui va aussi pas mal évoluer, effectivement laisser plus de place pour le reste à Djordjevic. et j'ajouterais par rapport à cette époque, donc vers la fin des années 80, début des années 90, il va faire des camps d'entraînement avec Boston. Et c'est là que tu te rends compte qu'au final, lui qui avait peut-être pas forcément une place encore prépondérante au sein du club, bah finalement déjà à l'époque, la NBA s'intéresse au potentiel des joueurs de ces pays-là, et notamment Divac qui lui va aller faire la carrière qu'on sait là-bas en NBA. Oui, belle petite carrière, hein, Vladé. Il y est toujours d'ailleurs. Romain, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose sur le Partizan? Oui, du coup, il semblerait que à l'arrivée de Vujosevic, donc vers 86-87, c'est là où vraiment Djordjevic commence à avoir un petit peu les clés de l'équipe. Et en plus, c'est très drôle parce que du coup, en finale de championnat, ils se retrouvent contre l'Étoile Rouge et ils vont gagner. Donc voilà, c'est un petit pied de nez à ce qu'ils lui ont fait. Après, forcément, il faut retenir 92 qui sera pour lui un petit peu le point d'orgue de sa carrière au Partizan. Je sais pas si vous voulez en parler tout de suite, mais Écoute, je vais un peu parler du Juste un petit background mot. avant. Ah Vas-y, ouais. je t'en prie, Il y Mathieu, avait je juste, parlerai juste du contexte de 92. il y avait juste 1989 où il remporte sa première coupe Korac. Donc c'est en finale contre Cantu. Et la même semaine, il joue aussi pour la Coupe Yougoslave, le club du Jugoplastika Split de Toni Kukoc. Et il remporte là également la Coupe Yougoslave. Donc c'est ses premiers trophées au sein de l'équipe. Voilà. Ouais, parce qu'on l'a peut-être pas cité, mais Djordjevic, c'est un petit palmarès quand même, hein. C'est très correct. Pour l'instant, on va citer que les Coupes Korac. Il en aura gagné 3. On parlera de l'Euroleague peut-être ensuite. Bon, il n'en aura qu'une, mais malgré tout, son armoire à trophées à la maison doit être bien remplie. Et Tu vois, je me dis aussi, est-ce que quelque part, il n'a pas pu avoir un peu plus une place de choix par la suite, notamment du fait que ces différents pays qui à la base étaient au sein de la première Yougoslavie, donc c'est-à-dire celle qui était composée de la Croatie, la Slovénie, tous ces pays-là qui étaient au sein d'une même nation. Est-ce qu'au final, avec l'indépendance de la Croatie et de la Slovénie, c'est pas ça qui a fait qu'il a eu un peu plus sa place au sein de l'équipe nationale? alors ça, ouais, on pourra en reparler quand on parlera de l'équipe nationale. Je t'avoue que je suis pas forcément compétent pour en parler. Par Ah, contre, tu as évoqué un sujet qui est très intéressant. C'est l'éclatement de la Yougoslavie. Djordjevic arrive à une période assez clé de l'histoire yougoslave. On en a déjà parlé lorsqu'on parlait du basket des Balkans et de la Ligue adriatique. Mais c'est très important de le citer. On parlait de 92. Il faut savoir qu'en 92, on est dans une situation assez spéciale puisque concrètement, il y a la guerre en Serbie et en Yougoslavie plus particulièrement. Et le Partizan se retrouve dans l'impossibilité de jouer ses matchs à domicile. Donc du coup, le Partizan ne va jouer que ses matchs à Fuenlabrada, dans la banlieue de Madrid, où le club a fait l'honneur, un immense accueil, parce que je trouve ça vraiment top. Et le club, du coup, jouera à Fuenlabrada ses matchs à domicile, donc totalement loin de ses terres.
Pour les hispanophones, je vous recommande un très beau reportage qu'avait fait Canal+ de l'époque qui s'appelle El Partizan de Fuenlabrada, qui relate cette histoire. Et il est à déguster ce reportage parce qu'il explique comment les gens de Fuenlabrada ont accueilli les Yougoslaves et leur ont permis de se sentir comme chez eux, et qui résume le gros attachement et le jumelage qu'il peut y avoir entre le Partizan et le club de Fuenlabrada. Et c'est dans cette situation en 92, et je crois que c'est Mathieu Romain qui en parlait, que le Partizan ira en finale d'Euroleague contre la Juventud de Badalone, donc un club espagnol également, et Djordjevic plantera le tir qui leur donnera la victoire. C'est ça qui est assez fou, c'est que c'est un club avec majoritairement des étrangers, des jeunes, pardon, excusez-moi, des jeunes, et qui va chercher une victoire hors de ses terres après toute une saison sans pouvoir jouer chez eux. Et je trouve ça assez incroyable et ça démontre la force de caractère de cette équipe. Non, Je vous puis, rajouterai l'anecdote après, mais je pense que voilà, j'ai été plutôt complet sur le contexte. par rapport à ce que je disais par rapport à l'équipe nationale, je me dis que quand tu sais qu'à l'époque où il y avait les Croates, Kukoc, Radja, Petrovic, c'est là que je me dis, bah, peut-être qu'il aurait eu vraiment du mal à trouver sa place au sein d'un roster parce qu'il y avait tellement de talent avec les autres joueurs serbes aussi que pour lui, ça aurait été peut-être compliqué vraiment de se faire une place au sein de l'équipe de Yougoslavie. C'est vrai en tout cas qu'il y a un contexte politique qui est super particulier et je trouve que cette Euroleague elle est d'autant plus belle que je pense qu'à titre personnel ils devaient tous être un petit peu perturbés par ce qui arrivait au pays. Ils jouent à Fuenlabrada, c'est pas vraiment des vrais matchs à domicile pour eux. Ils remportent cette Euroleague, il y a ce shoot ultra clutch de Djordjevic qui montre aussi son tempérament. Moi c'est vraiment le truc que je retiens avec ce gars-là, c'est que dans les moments chauds en général il est là. Sur la demi-finale face à Milan de cette Euroleague, il met 21 points et sur la finale, il en met 23. À 5 Ouais, sur 7 à 3 points. c'est Très énorme. correct, C'est gros énorme parce que shooter. là où c'est énorme, comme vous dites, c'est qu'en plus, ils jouent pas vraiment à domicile, quoi. Même s'ils ont été accueillis à Fuenlabrada, à cause de, malheureusement, des événements qui se sont passés en ex-Yougoslavie à l'époque, ils peuvent pas jouer devant leur public, tu vois. Et quelque part, ce qui est sympa, c'est de voir que ils ont gardé un bon souvenir quand même du fait que la ville de Fuenlabrada les a accueillis. Et puis c'est là où quelque part à l'époque, ça correspond au moment où ils gagnent cette Euroleague de 1992. L'histoire Je est, suis est pas belle. sûr que ça allait. Vas-y, je t'en prie, Romain. Je suis pas sûr que ça les ait perturbés. Bien sûr, c'est toujours compliqué de jouer ces matchs à domicile en Espagne, c'est sûr. Mais vu que c'est d'actualité, dans un des épisodes de The Last Dance, le fameux reportage sur la saison 98-99 ou 97-98 des Bulls, il parle de Tony Kukoc qui, lui, parle justement, c'est vers l'année 92-93, il parle de ces événements-là. Et il dit que, en fait, ça les a pas perturbés. Bien sûr, c'était horrible ce qui se passait, mais surtout, ça les a fait grandir, ça les a endurcis. Et je pense que à cette époque-là, l'équipe du Partizan donc affiche moins de 22 ans de moyenne d'âge. Et on peut imaginer que ces événements-là ont eu le même impact, c'est-à-dire les ont renforcés et les ont peut-être soudés, ce qui fait aussi qu'ils ont eu ce parcours jusqu'au titre. Mais c'est peut-être quelque chose voilà, qui, plus que de les déranger, alors après c'est horrible et bien sûr c'est des marques à vie, mais je pense aussi que ça a eu un effet de lier ces joueurs et de les surmotiver pour jouer une saison qui est en tout point particulière. Ben, honnêtement, je crois que dans l'histoire, alors du basket, c'est le seul événement de ce type que je connaisse. Dans l'histoire du sport, il doit y en avoir d'autres, mais c'est assez fou. Je vous glisserai une ou deux anecdotes sur le personnage tout au long de cet épisode, dans le sens où il y en a quelques-unes, notamment en Espagne. Celle-là, je la citerai d'un. Alors, c'est important de citer ses sources. Je la citerai, elle sort du bouquin Historia del baloncesto en España de Carlos Jiménez. Et Carlos Jiménez nous dit quelque chose qui est assez incroyable sur Djordjevic pour que vous compreniez un peu quel était le personnage. Il nous disait c'était un leader avec une grande détermination et un grand talent, et des jambes qui lui permettaient de flotter en l'air pendant quelques secondes. Tout était parfait dans son tir. Les doigts, le poignet,
les bras, les pieds, tout. Ce qu'il fallait savoir, c'est que toute la saison, ils ne se sont pas parlé avec Danilovic, l'autre étoile du Partizan. Mais les deux se sont associés et ont conjugué leur talent sur le terrain pour avoir la victoire. Je trouve ça assez incroyable de se dire que le mec détestait un autre gars dans l'équipe et que concrètement, ils se sont dit, ok, plutôt que de se tirer entre les pattes, on va quand même faire ce qu'il faut sur le terrain pour gagner. Danilovic, on aura peut-être l'occasion d'en reparler si un jour on fait un épisode spécial, notamment sur le derby de Bologne, mais ça rajoute un peu du mythe de ce partisan de cette année, qui pour moi est une des plus belles odyssées du basket européen. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur le partisan et le passage Ouais, de Djordjevic? Vas-y, je t'en prie, Romain. moi, moi je veux bien, et en plus ça va un petit peu compléter ce que tu viens de dire, parce que du coup, Danilovic, même s'ils ne se sont pas parlé, après le titre, et donc ce fameux tir de Djordjevic, il a dit, ça a changé nos vies, on lui sera toujours reconnaissant. Donc voilà, c'est des mots assez forts pour quelqu'un Ah ouais, qui aurait eu un petit peu de tension entre les deux. Et pour conclure sur tout ce qu'on a dit sur cette fabuleuse histoire, c'est le coach Obradovic qui, lui, a dit, ce match a changé le destin de beaucoup d'entre nous. Je suis content qu'avec ce moment, cette génération ait grandi, notamment en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. Donc voilà, ça a clairement changé ces jeunes joueurs. Ça a ouvert des portes professionnellement sur les terrains, mais je pense aussi que, voilà, comme le dit Obradovic, ça les a changés en tant qu'hommes. Et puis, je dirais que là aussi, il y a tout un symbole, c'est que déjà, il gagne aux côtés de Danilovic, qui avait été, qui était déjà auparavant coéquipier aux Partisans depuis pas mal d'années. Et puis aussi avec Obradovic comme coach, alors qu'il l'a connu comme joueur. Tu vois, ça, c'est énorme. c'est Ouais, clair. c'est énorme. Et ça traduit aussi le fait que le basket Yugo se porte bien, puisque 89, 90, 91, c'est Yugo Plastica Split qui remporte l'Euroleague et 92, le Partizan. Grosse domination. Efficace. Ce qui est incroyable, c'est que par la suite, au début, la Croatie, qui est devenue indépendante, continue de gagner sur la scène internationale. Mais voir la Yougoslavie, comme je disais en début de podcast, encore dominer alors que le pays est réduit à la Serbie-Monténégro, je trouve ça dingue, moi. C'est ça qui est incroyable. Clairement. Je vais juste me permettre de faire un petit passage par le palmarès de Djordjevic. Il aurait été champion 2 fois, champion de la Ligue yougoslave en 87 et 92 et de la Coupe en 89 et 92. C'est assez important. Et en 95, il aurait été nommé meilleur athlète de Yougoslavie. Et puis bon, il a été élu personnalité sportive yougoslave de l'année en 95 également. On reviendra là-dessus. Est-ce qu'on passerait pas au passage de Sacha en Italie? Ouais, Alors, Ouais. faut savoir quelque chose, c'est que quand il a signé à la Virtus, alors maintenant il est coach à la Virtus Bologne, on aura le temps de revenir dessus après. J'ai pas compris, alors je me suis dit tout de suite, bon bah j'espère qu'ils vont traduire l'interview, ils vont sûrement le faire en anglais ou en italien, je vais pouvoir comprendre. Et quand je le vois s'asseoir sur YouTube, c'était en direct, je me dis mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de traducteur? Et tout de suite, il parle en italien. Je me dis, mais attends. Donc, je vais sur son Wikipédia et je vois que le garçon a quand même joué en Italie. Et le gars a joué à l'Olympia Milano et ensuite au Fortitudo Bologne, donc le club ennemi de la Virtus. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord, c'est de là que vient son bilinguisme. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il reste que 2 ans à Milan, et à Milan, il a été élu par les fans le meilleur meneur de jeu des années 90. Donc c'est ça qui est fou, c'est que voilà, c'est quand même 10 ans et il ne restera que 2 ans sur cette période et les fans le retiendront comme le meilleur playmaker du club, quoi. Je trouve ça assez fou. Est-ce que vous auriez des Ouais, infos sur son passage à Milan? Alors je voulais juste parler de l'exode yougoslave en fait, parce que cette année 92, elle est un peu charnière. Tous les meilleurs talents yougoslaves vont en fait partir jouer quasiment en Italie. L'Italie s'arrache tous les joueurs. Donc Djordjevic part effectivement à l'Olympia Milano, Danilovic rejoint la Virtus Bologne, Koukov au Benetton Treviso et Bodiroga au Stefanel Trieste. Voilà. Ça correspond à la fameuse époque où l'Italie signe des joueurs, des stars d'ex-Yougoslavie. Donc lui, il signe à Milan. Il remporte la Corac avec eux en 93, je crois. Ouais, c'est ça, 93. Et Parfait. ensuite, euh,
L'année d'après, il ne remporte pas de trophée, mais il est rejoint par le Croate Zan Tabak. Et à cette époque, le club de Milan est, disons-le franchement, moins dominant sur la scène européenne. En Italie, ils sont concurrencés par les clubs comme la Virtus Bologne et la Benetton Treviso. Et puis, Ils sont ils coachés changent par pas Mike mal. D'Antoni. Exactement, ouais, coaché par D'Antoni. Et ils changent pas mal de fois de sponsor à cette époque-là. Ouais, c'est l'âge d'or du Et, basket italien à cette époque-là. On a des grosses équipes un peu partout, en espérant qu'un jour on ait le temps de se pencher là-dessus et faire un épisode spécial. et Ouais. Djordjevic s'installe vraiment comme une superstar au sein de son équipe, hein. Il est présent encore une fois dans les moments chauds. J'ai quelques lignes de stats rapidos sur la Coupe Korac en 93. En demi-finale, il joue Cantu. Sur le premier match, il met 27 points. Sur le deuxième, il en met 35. Et lors de la finale qui se joue contre la Virtus Roma, c'est Dino Radia qui met 30 points sur le match 1 pour la Virtus. Et Djordjevic répond au match 2 avec 40 points pour la victoire. Ouais, c'est un sacré animal, hein, parce que en fait, c'est un meneur-scoreur, clairement. Il a un sacré poignet et il n'hésite pas à aller au charbon pour prendre des points. Et c'est ça que je trouve fou, c'est que j'avais absolument pas cette image du garçon quand on le voit coach maintenant, un peu calme, etc. Alors que sur un terrain, c'était un vrai chien. Mais je trouve ça incroyable. Il a une facilité à marquer qui est juste folle, quoi. Et l'année d'après, en 94, même s'ils ne gagnent pas la Corac, ils sont en demi-finale. Et je Ouais, vais vous dire, sachant que c'est une compétition assez difficile à remporter. et je vais vous dire c'était contre qui? C'était contre Trieste. Voilà. Encore une équipe italienne. Ouais. Ouais, de toute façon, c'était simple, hein. À cette période-là, vous pouvez regarder les trois coupes européennes. Je crois qu'il y en avait pas. Il y avait tout simplement une grosse représentation du basket italien. Et c'est une période qui est vraiment très intéressante pour le basket européen. On va passer à son passage à la Fortitudo Bologne, avec laquelle il restera 2 ans. Donc, alors un bref passage comme à l'Olympia Milano, encore une époque dorée du basket italien, puisque c'est que 2 ans après. Adrien, est-ce que tu aurais des infos sur son passage à la Fortitudo? Alors franchement, quand je regarde sa carrière, c'est pas le passage qui m'a le plus marqué. Et pourtant, alors apparemment, il n'a pas remporté de trophée l'année-là, sauf trophée individuel de Mister Europa Player of the Year, donc en 94-95, donc c'est les années où il joue pour la Fortitudo Bologne. Ah oui, c'est Ouais, vrai que c'est il un trophée côtoie qui a disparu. Ouais. le serial scorer Carlton Meyers, qui est son coéquipier sur la saison 95. Mm. Et effectivement, ils font pas des choses extraordinaires. Ils perdent en demi-finale face au Benetton Treviso. Et, euh, et voilà, la Virtus Bologne est championne d'Italie en 95. La Fortitudo, finalement, voit son rival porter le trophée, mais lui, il n'y est pas, quoi. Pas de trophée. Ouais, Et c'est... c'est pas un passage qui va forcément marquer, comme on vient de le dire, parce qu'en plus, c'est lui qui va demander à résilier le contrat. Il va le demander quelques mois ou quasiment un an avant la fin de son contrat, il va demander à le résilier. Et la direction de la Fortitudo va accepter de le laisser partir. Bah, c'est ça. Il y a une interview qui est sortie il n'y a pas longtemps où il revient là-dessus et il dit tout simplement que pour Bologne, la Fortitudo ne voulait plus de lui et qu'il ne savait pas pourquoi et que malgré tout l'amour qu'il avait pour le club et la volonté de gagner, il a préféré résilier le contrat. Ce qui est assez fou et de savoir que maintenant il coach les rivaux historiques, c'est assez intéressant. Décidément, une sacrée histoire de rivalité dans sa carrière. Il fera un court passage en NBA en 96 aux Portland Trail Blazers, avec lesquels il jouera quelques matchs. Si je me souviens bien, il a joué 8 matchs avec 3,1 points de moyenne. Est-ce que vous pourriez parler vite fait de ce passage? Bah ouais, il va jouer vraiment un mois, de novembre à décembre. C'est à la suite des JO d'Atlanta, notamment, il y avait le coach de la Team USA, c'était Lenny Wilkens, je crois, il était coach d'Atlanta. Et du coup, ils ont commencé à s'intéresser à lui au niveau de la NBA. Il va finalement rejoindre les Blazers dans une équipe qui va pas forcément lui correspondre parce que je vais être un petit peu vulgaire, mais il y a quand même pas mal de cassos. Il en parle dans une interview
où il dit ouais bah il y a tel joueur, il s'est pris la tête avec le coach gueulait sur tel mec, les mecs se battent à l'entraînement machin. J'ai regardé un petit peu les joueurs, effectivement, donc il y a Rachid Wallace qui était dans sa deuxième année, il y avait Cliff Robinson, Isaiah Ryder, Jermaine O'Neal était rookie, il y avait Aaron Mackey, Stacey Ogmon, Kenny Anderson, et du coup il se retrouve aussi avec Marcus Brown qui est rookie lui aussi à cette époque. Et il est avec Arvidas Sabonis quand même. Ouais. Donc c'est quand même les Blazers ont quand même eu dans leur rang pas mal de nos pépites européennes avec donc Petrovic, Sabonis et donc un court passage de Djordjevic. Et en fait, bah, du coup, c'était plus une tentative pour lui d'aller prouver qu'il pouvait jouer là-bas, parce que du coup, il a déclaré, je ne voulais rien regretter, je voulais voir à quoi ça ressemblait, mais j'avais 29 ans à ce moment-là. Je n'avais pas 2 ans pour m'acclimater. Vous allez sur le terrain, vous jouez pendant 6-7 minutes, vous revenez sur le banc et tout le monde vous dit bravo, super boulot, et vous ne comprenez pas ce qu'ils veulent. Donc voilà, pour lui, c'était un championnat qui ne lui correspondait pas du tout. Bah, comme ça, c'est clair, c'est bien résumé. Je dirais, c'est un de mes regrets. D'un autre côté, je ne sais pas s'il aurait réussi vraiment à s'y imposer. Au moins, il a tenté, même si c'était très court. Mais c'est vrai que, comme disait Romain, être dans une équipe avec une belle brochette de cassos comme ça aide pas. En plus, j'ai l'impression que Portland, ils se sont spécialisés là-dedans parce que les années 2000, après, même s'ils ont des gros résultats, ça sera la fameuse équipe des Jailblazers. Donc, c'était particulier, quoi. Je pense qu'il Les devait vieilles regarder Blazers, effectivement. le parcours de Danilovic, qui lui avait essayé un petit peu la NBA du côté du 8 et qui s'en était plutôt pas mal tiré. Ça avait dû lui donner envie d'essayer aussi l'expérience. Mais bon, ça sera de courte durée. Ouais, je pense que voilà, il y a en ce moment sur Twitter notamment, il y a des beaux débats qui fleurissent, des débats inutiles selon moi, avec ouais, quel joueur d'Euroleague tu aimerais bien voir en NBA? Les gars, concrètement, si les gars ont pas envie d'y aller, si on a des joueurs fantastiques en Euroleague aiment le jeu européen, qui ont pas envie d'aller en NBA, bah pourquoi les envoyer quoi? Enfin, je veux dire, on peut être un joueur exceptionnel sans jouer en NBA. Et ça, je crois que dans le monde actuel, avec les gens qui sont NBA centrés, qui ne voient pas ce qu'il y a de magnifique en Europe et qui n'ont pas cette culture basket de l'Europe, on va dire du basket des années 90-80, et ben c'est malheureux, mais au final, on se perd dans des faux débats. Et je pense que des fois, il faut simplement accepter que certains mecs ne sont pas à l'aise avec certaines règles, avec certaines formes de jeu qui ont NBA. Ben, je pense Et puis, il a que une- j'ai mon avis là-dessus. Je pense que c'est toujours bien au moins de tenter l'expérience une fois en essayant de jouer sur une saison. Mais je dirais que il y a eu des années, effectivement, vers les années 2000, où là, il y a eu un afflux massif de joueurs européens en NBA, que ça soit français, serbes, italiens, de plusieurs pays. Et au final, c'était trop parce que les gars allaient là-bas en se disant ils voulaient s'accrocher à leur rêve NBA, mais ils jouaient pas, quoi. Donc je pense que c'est toujours mieux de rester un peu en Europe. La NBA tenter un peu plus tard, pas non plus vers genre la trentaine. Et si vraiment ça fonctionne pas, bah, tu reviens en Europe, quoi. Bah, moi, et j'ai puis, il a une- totalement une opinion différente dans le sens où je me dis, je préfère être frustré que le mec comme Bodiroga ait jamais joué en NBA plutôt que me dire, ouais, il a joué en NBA comme Jasikevičius ou Djordjevic, mais il a joué 3 matchs, il était coaché par un porc avec un bouc et des costards 3 fois trop gros qu'il faisait jamais jouer. Tu vois, ça me foutrait les Hmm. boules. Jasikevičius, au moins, vraiment, il a tenté. Djordjevic, je dirais que c'était vraiment trop court, mais bah, ça dépend. J'ai un avis partagé. Et je pense qu'au moins sur une année, si tu tentes la NBA et que tu vois que tu n'as pas ta place, tu reviens en Europe, quoi. Mais au moins tenter l'expérience. Après, Au la moins NBA, pour c'est un la peu night et le shoes. particulier. Désolé Romain, vas-y. Non, non, je dis, non, non, mais il n'y a pas de souci. Je dis, la NBA, c'est particulier. Qu'on le veuille ou non, même si nous, on est fan du basket européen, on ne peut pas lutter. La NBA, ça reste l'élite. Et du coup, c'est que 30 franchises entre 12 et 15 joueurs maintenant. Euh, du coup, on touche à l'élite. Alors après, on va le dire, dans les effectifs de NBA, il y a des joueurs, ils sont pas du tout taillés pour la NBA. Hein. Les trois, enfin, les bouts de banc ferait mieux de venir en Europe ou d'aller On en veut des G-League noms, plutôt que Romain. d'être sur le. Ah non, Balance des noms. je suis pas comme ça, mais il y en a, ils ont rien à foutre là. Et la NBA, en fait, c'est une question d'opportunité. On l'entend souvent, mais c'est une réalité. C'est être au bon endroit au bon moment. Et des joueurs européens, ou même, on va dire, des joueurs hors
États-Unis, qui ont eu des destins un petit peu croisés. Il y en a tellement. Ginobili, il est choisi au second tour. Personne s'attend à ce que ce soit le joueur qu'il est devenu en NBA. Et pourtant, il tombe dans une organisation qui a su repérer son talent, qui a su le mettre en avant, qui a su trouver des joueurs autour de lui. Alors en plus, avec Tim Duncan, voilà, c'était parfait parce qu'il y avait la tête de cette équipe qui était lui et on met des joueurs autour. Après, bien sûr, il y a des joueurs, ils auraient mieux fait de jamais y aller. Antoine Rigaudot, tout le monde dit ouais, mais en NBA, c'était une grosse quiche, machin, c'était quoi votre joueur? Ouais, sauf qu'en Europe, il a fait du sale. Mais Exactement. 1000 fois, Teodosic, tout le monde s'est foutu de sa gueule quand il arrive aux Clippers, alors que je pense que DeAndre Jordan, il a dû apprendre au moins ce que c'était du basket quand il a dû discuter avec lui, parce que à part sauter et dunker, on attend toujours ce qu'il sait faire d'autre. C'est un athlète, c'est rien d'autre. Ouais, ben voilà, non mais c'est ça. Mais du coup, il arrivait dans une équipe qui voulait aller super vite, où on attendait que du dunk et des trucs spectaculaires, ce qui n'est pas du tout le style de jeu de Teodosic. Enfin voilà, il y a des joueurs comme ça en Europe, ils viennent, ils testent, on voit que c'est pas pour eux, et pourtant ça en fait pas pour autant des joueurs mauvais. C'est juste que le style correspond pas. Et ben en NBA, ils n'ont pas l'endroit, ils n'ont pas le moment, c'est pas fait pour eux. Et ben vaut mieux que ce soit des stars en Euroleague et en Europe, enfin chez nous, et on s'en contentera tellement. Moi, je suis très content que Djordjevic soit une star, une légende chez nous, plutôt qu'on retienne que ouais, mais c'est un gros naze, il a pas su s'imposer en NBA. Voilà, c'est juste Exactement. que c'est des Exactement. situations différentes. Il a testé, ça n'a pas marché, tant pis, ça en fait pas de lui un mauvais joueur, et ça, c'est pareil pour plein d'autres joueurs. C'est clair. Et c'est important. Et moi, j'aime bien ces débats comme ça. Là, c'est bon. Dans le sens où, au final, il faut comprendre que la NBA, c'est des opportunités. C'est pas le même système qu'en Europe, pour plein de raisons. Et d'ailleurs, on en parlera. Et je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en reparler, dans le sens où, allez écouter l'épisode qu'on a fait avec Alex de Trash Talk, il l'explique très très bien. Et puis, un mec, pour moi, qui a été champion du monde avec son équipe nationale, champion d'Europe, et qui a fait du sale, comme dirait Romain, au JO également, bah, il a pas grand-chose à prouver. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur parce que si tu te places d'un point de vue individuel, il a raison de tester. C'est toujours bien de voir comment est le basket différemment ailleurs, etc. Mais de l'autre côté, quand tu as un ou deux débiles profonds sur les playgrounds qui te disent ouais, il était nul parce qu'ils ont son Wikipédia en main et voient 5 matchs joués en NBA, bah voilà. Et après, c'est toujours pareil. Est-ce que vaut mieux plaire à beaucoup de monde, peu importe la qualité des gens, ou simplement plaire et être reconnu par ses pairs? Et ça c'est une autre valeur, c'est différent. Est-ce En qu'on tout cas, n'enchaînerait pas, les gars? Djordjevic, ouais, lui, il a saisi l'opportunité de revenir en Europe très vite. Hein. Et il Voilà, va bah, rejoindre du super coup transition. Barcelone. C'est clair. Le Barça. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va parler du Barça, mais on va ensuite parler du grand rival de Madrid, parce que le garçon restera quand même 8 ans en Espagne, de 96 à 2002, et il restera 3 ans au Barça et 3 ans au Real Madrid. Pourquoi on parlait de rivalité tout à l'heure et de qui ont, on va dire, mouvementé sa carrière, c'est que le garçon est passé directement du Barça au Real. Est-ce que quelqu'un pourrait nous parler un peu de ses 3 premières saisons au Barça? Alors, j'ai une petite ligne statistique sur la saison 97-98. C'est du 17 points, 3 rebonds de moyenne, et les pourcentages de réussite au tir, c'est 63% au shoot et 54% à 3 points. 54% à 3 points. Ouais. D'accord. On n'a pas le volume, mais c'est juste fou, quoi. Ben, il le surnommait pas la main de Dieu, l'adresse du diable. Il n'y avait pas un truc comme ça. Si, J'ai la main deux de Dieu. anecdotes, ouais. Et ça, ouais, bah voilà, la main de Dieu. Bah, ça veut tout dire, quoi. C'est incroyable. 54% à 3 points. Même dans Touquet, c'est difficile de le réaliser. Ouais, ouais. Et puis là, tu peux pas dire que c'est le mec, genre, qui joue pas, qui sort du banc. Non, il a du temps de jeu et le mec, il plante tous ses shoots, quoi. Il met la moitié de ses shoots, quoi. Je veux dire, à part, et encore à 3 points, faut voir, à part Jordan, qui a rentré tous ses shoots, j'en connais pas beaucoup qui shootent à cette adresse, hein. À part moi dans Touquet avec Jason Tatum, Un sortie d'écran. ouais, clairement, ouais. Ah, c'est fou. Ah non, c'est un trop fort joueur. Et puis en 99, du coup, il va remporter sa 3e Coupe Corach en carrière face à l'Estudiantes. 20 points sur le game 1, 18 points sur le game 2, une victoire au bout. Et je crois aussi dans son palmarès, il y a 2 Coupes d'Espagne en 97 et 99, toujours avec le Barça. Donc c'est très 3. gros. 3.
Autant 3 pour fois moi. champion d'Espagne, 97, Bah, 99, 2000. mais en 2000, du coup, c'est avec le Real. Ah ouais, exact, ouais, Il avec le aura Real bougé au Madrid. Real. Et voilà, à Barça, il y a aussi deux petits jeunes qui arrivent plutôt sympas. Il y a Juanca Navarro et Pau Gasol. Ils n'ont pas encore beaucoup de temps de jeu, mais ils sont dans l'équipe. Justement, on avait parlé de cette saison-là dans l'émission spéciale Un monde sans Jordan. Et c'est vrai que quand tu vois le roster, il y a Dueñas. Enfin, n'hésitez pas à aller sur le site de la Liga ACB. Il y a tous les highlights de Djordjevic et ça vaut son pesant de cacahuètes parce que Mathieu parlait de légendes comme Navarro et Gasol qui sont jeunes. C'est vraiment incroyable quand ils ont encore du Milka au bord des lèvres tellement tellement ils sont jeunes. Et de l'autre côté, on a des monuments du basket espagnol comme Dueñas et on a Djordjevic. C'est old school, mais c'est bon de voir ces moments-là. Et c'est fou quand même de se dire que le garçon, là, il va vraiment gagner et être sur les spotlights et va encore gagner une Coupe Corach. Je trouve ça incroyable. Il a quand même une carrière atypique, mine de rien. Par contre, ce que je regrette déjà là en Espagne, c'est qu'il n'ait pas gagné une autre Euroleague, tu vois. Après, il en a quand même gagné une avec le Partizan, c'est déjà énorme, hein. Mais je trouve que c'est Tu ce peux qui pas manque à gagner ce club. l'Euroleague si tu la disputes pas. Ben ouais, ben, le Real, c'est vrai que c'est les années où le Real est plus trop au top aussi, hein, je crois, hein. Ouais, c'est des années un peu différentes, on va dire. Ouais, ben, tu vois, c'est aussi les choix de carrière. À l'époque où il va à Milan, Milan, c'est les années où il domine plus en Europe, alors que c'était aussi un gros club. Le Real, pareil. Donc après, voilà, il a quand même un palmarès, il a des coupes Corach. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ce palmarès-là. Ouais, et puis sur son passage au Real, il est aussi en phase entre guillemets descendante. Il commence à se faire un petit peu vieux. D'ailleurs, c'est là où on va dire où c'est plus vraiment la star de son équipe. Il joue avec Alberto Herreros, l'Espagnol, qui lui, pour le coup, est la vraie option numéro 1 de l'équipe. Donc il est plus dans un rôle de lieutenant. Ouais, alors, Herreros, autre ouais, légende du basket espagnol, hein. tu parlais du Barça, du Real, mais le Barça en 99, quand il gagne la Coupe Corach avec eux, donc ils sont même pas en Euroleague, tu Ouais, vois. c'est ça. Mais c'est ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça paraît dingue de ne pas voir ces clubs-là en Euroleague, alors qu'aujourd'hui, Effectivement. mais bon, c'était pas la même époque, quoi. Ouais, c'est pas la même époque. Et puis c'est bien de se replonger un peu dans une époque où il y avait encore trois Coupes d'Europe. Donc il y avait la Saporta, la Corach et la Coupe des clubs champions. Bon, maintenant on en a quatre. Donc, donc ça fait de sacrées différences. Mais les plus grands clubs, on va pas se le cacher, j'entends les plus grands clubs financiers hein, et pas forcément historiques, sont quand même en Euroleague. Ouais, mais je dirais que c'était aussi une époque où les championnats comme l'Italie, la Grèce et tout étaient beaucoup plus puissants, alors qu'aujourd'hui, l'Italie est pas mal, mais la Grèce, ça craint un peu, quoi. Ouais, c'est pas faux. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a des bons clubs, mais c'est surtout le Pana, l'Olympiakos. Tu as le Prometheas Patras qui a émergé. Mais malheureusement, quand tu vois l'Aris Thessalonique et le POC Thessalonique, ça fait mal au cœur. Ouais, je préfère pas en parler parce que j'ai encore la plaie béante dans mon cœur, mais bon. Ouais, c'est clair. Pour faire la transition sur Djordjevic, alors il retournera en Italie ensuite, mais j'ai une belle anecdote d'un arbitre alors international qui s'appelle Juan Carlos Arteaga. Je ne sais pas s'il a un lien de parenté avec le joueur de l'Estudiantes Madrid, Arteaga, mais il a dit un truc assez intéressant parce qu'il a sifflé. Alors c'est comme ça qu'on dit, je crois. Il a sifflé les deux, Petrovic et Djordjevic, et il disait quand même que chez les gars des Balkans, leur caractère était assez, on va dire, en acier trempé, assez incroyable. Et il disait que le pire caractère, il le donnerait à Petrovic, mais que Djordjevic était pas mal non plus, parce que même si dans le match, il était létal dans beaucoup d'occasions, avec un caractère de gagnant et très passionné, en dehors, il avait une qualité humaine incroyable, parce qu'il rigolait, il faisait souvent des vannes. Et puis voilà. Par contre, il se souvient de quelque chose d'assez incroyable dans un derby, dans un classico Real Madrid-Barça. Il avait sur son maillot du sang et du vin apparemment, et il se l'est nettoyé sur la chemise, sur le t-shirt de l'arbitre en question, de Juan Carlos Arteaga, et que le garçon ne se rappelle même plus si il lui a mis une technique ou pas. C'est quand même incroyable de se dire que le gars, il a du sang sur son t-shirt et il va s'essuyer sur l'arbitre. C'est Ouais, incroyable. C'est le c'est. manque de respect ultime, quoi. J'en avais entendu parler, il me semble, de ce moment-là. C'est vrai que c'était particulier. Voilà. Enfin, c'est juste fou. Bah voilà, une petite anecdote qui me paraissait assez intéressante. Et par contre, tu vois, quand il était au Blazers, il s'est retrouvé avec des mecs des Cassos. Là, c'était, tu vois.
Ouais, mais c'est quelque part, c'est ça qui est magnifique par le sport. Tu as des gens qui, malgré tout, viennent de ghettos ou dans des difficultés incroyables socialement et qui réussissent à s'élever. Bon, après, Djordjevic, je pense que c'était pas le plus à plaindre chez la société yougoslave, mais quand tu connais la guerre, je pense que ça a un gros impact sur toi. Après le Real Madrid, il retournera en 2003 en Italie, au Scavolini Pesaro, alors qui est un club encore en première division italienne, même s'il y a beaucoup moins de succès qu'avant. Est-ce que tu voudrais nous en parler de son retour en Italie, Adrien? Bah écoute, là, moi, j'ai pas trop d'infos là-dessus, mais je pense que là, c'est vraiment plus la fin de carrière. Parce que Pesaro, dans les années là, ils doivent être encore pas trop mal en Coupe d'Europe. Je sais pas s'ils jouent une Coupe d'Europe, faudrait que je vérifie d'ailleurs. Mais je suis en train de Mais je suis regarder. pas sûr. Et c'est vrai qu'il est sur la fin de carrière. Son temps de jeu sur la saison 2004-2005, c'est 11 minutes. Donc Ah ouais. Ouais. il est vraiment moins impactant. Après, pour la petite anecdote, il a un coéquipier, c'est Alfonso Ford. Donc c'est lui qui a donné son nom au trophée du meilleur scoreur en Euroleague. Et cette année-là, Alfonso Ford tourne à 23 points de moyenne. Ah, c'est intéressant, ouais, parce qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît. Le trophée Alfonso Ford récompense le meilleur marqueur de l'Euroleague actuellement. Alors, en 2004-2005, bah voilà, l'année d'avant, en 2003-2004, ils sont quatrième de Serie A, ils vont en demi-finale. Et 2004-2005, ils sont neuvième en Serie A. Ils sont même en faillite financière, de ce que je lis. Donc, tu vois, ça commence à être chaud là. Et ils vont en quart de finale de l'Euroleague tout de même. Donc, tu vois, là, c'est les années où le basket italien commence déjà à avoir des gros problèmes au niveau des financiers, des pertes des sponsors également par la suite. Voilà, quoi. Ouais, il joue quand même l'Euroleague, un Pesaro en Euroleague, ça fait tout drôle. Ouais, c'est que Euh, c'est assez fou. Bah, vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de vidéos sa demi-finale. Alors, la highlight de sa demi-finale face au Skipper Bologne, donc l'ancien Fortitudo Bologne. C'est assez incroyable à voir. Pesaro, je crois que c'est le club où Carlton Myers va également Ouais. finir Et sa Daniel carrière. Hackett va commencer là-bas. Ouais, ça sera vers les années 2005-2009. Lui, ça sera bah, aussi une fin de carrière à peu près. Ouais, ouais. Je crois que Romain avait deux, trois anecdotes sur Sacha Djordjevic et son retour en Italie. Ouais, bah du coup, notamment si vous regardez la chronologie de ses clubs, il y a un an où il n'y a rien du tout. Et c'est la saison 2002-2003 entre le Real et Pesaro. Et en fait, s'il fait une pause, voilà, c'est marqué comme ça, il fait clairement une pause et il va même refuser de signer un contrat au Pana alors que le Pana est entraîné par Obradovic. Donc voilà, il refuse de signer au Pana. Il fait une pause d'un an avant de signer avec Pesaro. Et pour bien signifier que c'était sa fin de carrière sur cette époque-là, il a déclaré que il était beaucoup blessé à cette époque et il jouait souvent malgré la douleur. Il était obligé de se bourrer de médicaments parce qu'il avait mal partout, qu'il était souvent blessé et que du coup c'est comme ça qu'il tenait et que son coach lui demandait de jouer, voilà, même malgré les blessures et malgré la douleur. Ah, ok, ça je savais pas parce que c'est pas marqué. Bah top, bah, super ajout, merci. Ouais, c'est Et assez tu fou quand vois, même. c'est ce qui est intéressant. J'ai l'impression qu'il a une carrière, quand il commence aux Partisans, il est tout jeune, il est un peu dans l'ombre des joueurs majeurs dont j'ai parlé en début de podcast. Par la suite, quand il va en Italie, en Espagne, il arrive à rafler pas mal de trophées. Donc dans ces années-là, il est énormissime. Et là, vers les années 2000, il arrive sur la fin. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu à l'image de sa carrière. Tu vois, c'était un mec qui était vraiment dans l'intensité, quoi. Et puis, quand il mettait ses shoots assassins en fin de match, c'était vraiment un gars qui était comme ça, quoi. Genre de joueur qu'on aime, générationnel. C'est un joueur qui a beaucoup marqué lorsque j'en parlais avec les gens dans mon tour d'Europe. Les gens me disaient, ouais, il m'a inspiré. Et ils étaient assez intéressés sur on va dire, la carrière du gars et ce qu'il a apporté au basket européen. Il finira tout de même sa carrière à Milan, où il jouera pas beaucoup, je crois. Je crois même qu'il a signé, mais qu'il n'a pas joué. J'ai pas vraiment d'infos là-dessus. C'est assez fou quand même de se dire que voilà, il va boucler la boucle en terminant à Milan, qui était son premier club après le Partizan. On va parler de sa carrière internationale avant d'enchaîner sur sa carrière de coaching où il commencera à Milan.
il a pris la suite et a fait joueur et entraîneur à Milan. Sa carrière de joueur en équipe nationale, c'est assez fou parce que c'est quand même assez simple. Il a presque tout gagné. Il a gagné Coupe du Monde 98 en Grèce et il a gagné 3 Eurobasket 91, 95, 97 et 87. Il a été à troisième place, si je me souviens bien. Il a gagné la Coupe du Monde U19, la Coupe d'Europe U18 et il a fini deuxième en 96 à Atlanta au JO. Donc c'est une carrière bien remplie en sélection. Est-ce que vous auriez d'autres infos sur ce qu'il a accompli avec la sélection yougoslave? Alors, j'avais juste sur la sélection jeune, quand il joue avec les U18 en 86, il a quand même comme coéquipier du coup Kukoc, Divac, Radja, c'est toute cette génération qui arrive. Et l'année suivante, U19 1987, il remporte l'or mondial. Et c'est intéressant parce que la même année, il joue aussi avec l'équipe A des adultes pour remporter le bronze à l'Eurobasket. Effectivement, ouais, c'est c'est assez intéressant. Moi, ce que j'aime bien avec ce mec, c'est que malgré tout, quand tu le vois, il paye pas. Enfin, je trouve qu'il paye pas de mine, quoi, même s'il est assez grand. Maintenant, quand on le voit coacher, on se dit pas que ce mec a été un des plus grands joueurs des années 90-2000, quoi. Tu voulais dire, C'est Adrien? c'est ce dont je parlais en début de podcast, tu vois, les années 90, avec l'équipe de Yougoslavie, c'est vraiment ce qui va lui permettre de se mettre en avant parce que à l'époque, il gagne quand même le bronze en 87 en Grèce avec la sélection yougoslave à l'époque où il y avait tous les joueurs réunis, donc c'est-à-dire les Kukoc, Radja, tous les joueurs des différents pays réunis. Mais ensuite, là où il va s'affirmer, c'est quand ça sera les années 90, donc la Yougoslavie euh, qui était plutôt réduite à la Serbie-Monténégro. Mais tu vois, c'est là où c'est énorme parce qu'ils arrivent quand même encore à dominer alors que le pays a perdu une partie des autres républiques, quoi. Ce qui Ouais, dénote de la carrément. qualité de leur formation. Ouais. Bah après, tu vois, la Serbie encore, je crois que faudrait que je vérifie, c'est 7 millions d'habitants, il me semble. Donc tu vois, c'est encore pas mal. Mais quand tu vois, à l'heure actuelle, le Monténégro qui est devenu indépendant par la suite, eux, c'est un petit pays de même pas moins d'1 million, je crois qu'ils sont même pas 500 000. Quand tu vois comment ça joue au basket, c'est énorme, quoi. Bah, c'est simple, c'est sport national là-bas, donc forcément c'est un peu plus simple d'aller sortir des talents quand tu as une exposition incroyable. Rappelons qu'en France, on est 67 millions, donc ça vous donne une idée. Est-ce qu'on passerait Ouais, pas de sa carrière au coaching, à moins que quelqu'un ait des remarques sur la sélection nationale? Oui, Vas-y, Romain. moi j'en ai plusieurs. J'en ai une petite là, du coup, il a participé à de nombreuses compétitions fin des années 80, donc Euro U18 86, Coupe du Monde U19 87. Il fait en même temps, donc Mathieu l'a dit, bronze à l'Euro 87. Il va faire médaille, non, c'est bon pour les années fin des années 80. Et du coup, le garçon a beaucoup de caractère parce que du coup, en 89, il pense faire l'Euro avec l'équipe A de la Yougoslavie, sauf que l'entraîneur ne l'invite pas. Et du coup, il le prend très mal. Il va faire son service militaire dans la foulée et il rejoindra l'équipe de Yougoslavie en 91, où là, à l'Eurobasket en Italie, ils vont remporter le tournoi. Donc voilà, il a déjà montré qu'il avait du caractère alors qu'il avait que 22 ans. On rappelle il gagne l'Euroleague un an après l'Eurobasket 91. Donc voilà, déjà, petit caractère, le bonhomme. Et surtout, j'aimerais quand même qu'on passe sur l'Euro 95, où il était juste Absolument. formidable. L'Euro 95, il est en Grèce, et Djordjevic réalise un tournoi incroyable. Euh, et il va marquer la finale d'une des meilleures performances jamais vues dans l'histoire. Euh, Ils sont frustrés, les Yougoslaves, parce que du coup, en 95, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas pu participer à une compétition mondiale, enfin internationale, avec justement la guerre qu'il y a dans ces pays-là. Ils ont été refusés au JO 92, on le sait, donc ça sera la Croatie qui ira en finale contre Team USA. Pas d'Euro 93 et pas de Mondial 94. Donc ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas goûté à une compétition internationale. Ils arrivent à l'Euro 95 en Grèce. Et ils vont terminer l'Euro invaincus avec 9 victoires, pas une défaite. Ils écartent l'équipe de France en quart de finale où Yann Bonato marque à 38 points. Et en finale, ils se retrouvent face à
la Lituanie, de Marciulionis, qui va inscrire pas moins de 32 points avec 6 rebonds, 6 passes. Arvydas Sabonis, à ses côtés, fait 20 points, 8 rebonds. Sauf que on a notre petit Sasha Djordjevic qui va jouer les 40 minutes du match et il va mettre 41 points à 9 sur 12 à 3 points et il va faire gagner son équipe. Avec Voilà. 23 points de Danilovic. Avec 23 points de Danilovic. Ceux qui n'ont pas vu le match, il faut vraiment le voir, c'est un match de fou. Sabonis qui sort pour 5 fautes. Marciulionis, effectivement, marque 32 points, c'est à 11 sur 14 au tir. C'est un très très haut niveau de jeu. Et effectivement, la Yougoslavie l'emporte 96-90 et c'est une incroyable victoire. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, l'Eurobasket, ça devient son grand délire à notre ami Djordjevic, puisqu'en 97, il remporte une nouvelle fois l'or à Barcelone en finale contre l'Italie et il est élu MVP de cet Eurobasket. Alors, si on regarde ses statistiques sur cet Eurobasket 97, il est à 12 points, 4 rebonds. Mais il y a quelques performances, notamment en phase de poule, face à la Lettonie ou l'Italie, où il met du 29 points, du 22 points et 8 passes décisives. Enfin, il y a quelques pépites à regarder comme ça. Mais, et pour compléter ce que dit Mathieu, oui, vas-y, Adrien. Je disais 95, c'est clairement une des plus belles finales de l'Eurobasket avec ces deux pays de basket, la Lituanie d'un côté, la Yougoslavie de l'autre. Et puis voilà, son duel face à Marciulionis, c'est énormissime ça. Bah, je l'avais dans mes notes et je l'ai barré alors qu'on n'en aurait même pas parlé. Le match se trouve facilement. Il faudra qu'on en parle un jour, les gars, parce que il y a vraiment de la qualité. J'imagine même pas ce que ça doit être, l'impression visuelle que ça doit être 9 sur 12 à 3 points. Et pour ceux qui voudraient des noms, l'équipe est coachée par Dusan Ivkovic, il a Vlade Divac avec lui, Dejan Bodiroga, Danilovic. Rien que de citer tous ces noms-là, ça me laisse rêveur. Et même en face. Et même en face, ouais, Sinaitis, du Comicius, enfin des très gros joueurs. Des joueurs corrects, quoi, des joueurs sympatoches. Pour compléter un petit peu ce qu'a dit Mathieu sur l'Euro 97, moi, il y a un truc qui m'a fait un petit peu rire, c'est que, enfin, rire, c'est le symbole qui me fait rire, c'est qu'en phase de poule, la Yougoslavie rencontre la Croatie, donc le match est à un niveau de tension assez énorme au vu de ce qui se passe dans les pays respectifs, et Sasha Djordjevic va marquer le panier de la victoire. Et si vous pouvez aller regarder, ça se trouve aussi facilement sur YouTube, il le marque quasiment au même endroit et de la même manière que le tir de la gagne avec le Partizan en Euroleague. C'est du copier-coller et le symbole pour moi est juste parfait. En plus, il le fait contre la Croatie. Donc voilà, tous les symboles sont présents. Ouais, il a bien répété ses gammes. Ouais, alors l'entraînement, il l'a fait. Il s'est dit, bon, je vais faire la spéciale. Petit fun fact sur cet Eurobasket 97, donc il est MVP de cet Eurobasket, mais il est même pas dans le 5 majeur de la compétition. C'est Predrag Danilovic qui prend sa place. Ouais, il fallait contenter les égos de tout le monde, je pense. C'est ça. Ouais, par contre, mais c'est assez fou quand même. Parce qu'on parle souvent de Petrovic, etc. Enfin, si on devait résumer le basket yougoslave à un joueur, c'est très compliqué. 3 joueurs, je ne sais pas s'ils seraient dedans, parce qu'il y a aussi des gars qui ont fait des grosses carrières en NBA. Mais très honnêtement, c'est juste fou de se dire que le mec, on n'en parle pas souvent, est extrêmement sous-coté. Et c'est un joueur magnifique. Et je suis en train de regarder le résultat de la finale de l'Eurobasket 97. Apparemment, le score final face à l'Italie, c'est 61-49. Donc ça devait pas être très offensif. C'est un joueur qui défend aussi. Hein. Pour avoir vu certains de ses matchs en complet, je pense qu'il a tellement de rage qu'il peut se mettre des grosses pelées défensives. Après, c'était pas la chose pour laquelle il était le plus connu. Mais c'est un joueur qui est déjà est assez impressionnant. C'était pas le plus rapide, mais il avait une classe quand il jouait incroyable. Quand même 61-49 score final pour une finale européenne. Moi qui suis fan de basket champagne, c'est pas mon truc. Hein. Tant mieux, c'est le basket qu'on aime, la défense dure, tu vois. Non, chaque ballon est disputé. C'est horrible ça. Donc du coup, ouais, il a coaché un peu partout. Alors je me suis un peu emballé, mais il a coaché en Europe principalement.
que en Europe d'ailleurs exclusivement. Il a fait l'Olympia Milano pendant 1 an, après qu'il ait signé là-bas en tant que joueur. Il a fait 1 an à la Benetton Treviso, et puis il a fait 2013-2019 en tant que sélectionneur de la Serbie, donc grosse expérience quand même. Il a fait 1 an au Pana, je m'en souviens très très bien, une équipe incroyable à l'époque. 2 ans au Bayern Munich, et depuis 2019 à la Virtus Bologne, où il a remplacé le coach en milieu de saison, et il a gagné la FIBA Champions League. C'est quoi pour vous, Obradovic, au coaching? Est-ce que vous auriez des anecdotes, ou au moins discuter de son palmarès? Parce que c'est un coach un peu spécial, je trouve. Moi, je trouve que c'est un coach de caractère, de la pression qui me dégage. C'est un coach qui est un peu difficile. Je pense même un peu difficile à cerner pour certains de ses joueurs. Et j'ai l'impression, alors après c'est totalement subjectif, mais que c'est un coach qui est bon pour jouer, pour entraîner des équipes à fort potentiel, mais pas forcément des super teams. Ouais, je Pas partage forcément clairement. des grosses équipes, plutôt potentialiser une équipe qui peut faire des choses, mais qui doit prouver dans un rôle d'outsider. Ouais, c'est pour ça que j'étais très content pour lui quand il a gagné la BCL. Euh, c'est vrai que voilà, cette saison, on va en reparler avec la Virtus, ils ont été vraiment énormes. Ils auraient aimé être champions, parce que ils ont roulé sur le championnat d'Italie. Je vous parlerai des mots qu'il a eu, qualifiant la crise actuelle, qui était assez intéressant. Enfin, ton discours était assez intéressant. Mais malgré tout, au Pana, ça s'est pas super bien passé. Au Bayern, il n'a pas eu des succès incroyables. Malgré tout, c'était quand même très correct. Et est-ce que c'est peut-être l'année du déclic avec lui à la Virtus? Peut-être que voilà, gagner alors l'Eurocup, qui pour l'instant n'est pas encore arrêté, enfin la compétition arrêtée, mais n'est pas encore la saison n'est pas encore annulée. Ce serait génial. Le voir gagner une Eurocup pour ensuite aller en Euroleague serait peut-être le déclic qui permette de le faire passer à un niveau différent de coaching. Romain, est-ce que tu aurais deux, trois anecdotes sur lui en tant que coach, ou son palmarès? Alors, ben justement, ça lie les deux. C'est l'un des seuls coachs à avoir gagné une médaille dans les trois grosses compétitions majeures, donc argent au JO, argent à la Coupe du Monde et argent à l'Eurobasket 2017. C'est l'un des seuls sur notre continent à l'avoir fait. Effectivement, ouais. Ouais, bah oui, rappelons-le, cet été, bon, ils gagnent pas avec la Serbie parce que, alors je crois que c'est l'Espagne qui les élimine, si je me souviens bien, je sais plus. Je vous avoue que je les L'Argentine, suis. non? C'est pas Oui, Euh, c'est l'Argentine? l'Argentine cet c'est été qui les l'Argentine, ouais. élimine. Et Ah, faut voir après, le match. Je l'ai ça pas se vu. passe mal en match de classement et du coup, il démissionne après. C'est ça. Alors, il Mais aura par des mots rapport, assez durs sur Jokic notamment. Je me souviens bien. ouais, c'est vrai, sur son comportement et sur sa réaction auprès d'un arbitre, il me semble. Ouais, ce qui leur fait perdre le match. Enfin bref. Malgré tout, il a tenu sa promesse. Ils ont roulé sur les États-Unis. Bon, ils gagnent de 5 points. Rouler, je m'emballe un peu. Mais voilà, faut aller chercher les ricains. Même si les intellectuels de Twitter diront que oh, c'était l'équipe Z. Donc malgré tout, il a fait le taf cet été. Même s'ils n'ont pas tenu leur promesse en gagnant. Est-ce qu'ils étaient vraiment les favoris de cette Coupe du Monde? Ils ont quand même tapé les ricains. Ça fait quand même une belle, Et comme, et belle comme tu le anecdote. disais au début, il avait déclaré pour les Américains qu'il fallait qu'ils fassent appel à Dieu. Bon, il s'appelle Main de Dieu, c'est son surnom, donc je pense qu'il avait un peu le contrôle sur la chose. C'est clair. Le prophète Djordjevic. Et c'est drôle, je viens de trouver une de mes notes là par rapport au coaching et ce que vous venez de dire. On a l'impression que sa carrière en tant que coach, elle n'a pas encore eu un énorme coup de boost quand il s'agit des clubs. Et pourtant, en Coupe d'Europe, c'est un coach qui a toujours été à minimum de 50% de victoire. À Milan, alors à Milan, il coach que 3 matchs, mais il en gagne 2 sur les 3. Au Pana, il affiche 55,56%. En Eurocup, avec le Benetton Treviso, c'est 50%. Le Bayern, c'est 29 victoires, 9 défaites, c'est 76% de victoires en 2 saisons. Et là, avec la Virtus, c'était 12 victoires, 4 défaites, c'est 75% de victoires. Donc ça reste quand même un coach qui sait gagner et qui sait se montrer sur la scène européenne. Clairement. Alors, il a accordé plusieurs entretiens à des médias italiens, et ça rejoint un peu ce que dit Romain. Alors bon, je vais vous citer la traduction de l'article qui a été faite par basketeurope.com.
Il analyse un peu la mentalité des joueurs serbes, mais également il parle de sa manière de coacher. Et il dit un truc assez incroyable, parce que nous avons toujours été habitués à devoir nous défendre des conquérants extérieurs. Nous savons qu'avec l'attaque, vous gagnez une bataille, mais avec la défense, vous gagnez une guerre. Lorsque nous sommes en difficulté, nous nous appuyons sur nos camarades, nous croyons en eux, et cette partie du personnage ressort pour que nous soyons toujours convaincus que nous sommes les meilleurs. Puis, peut-être que si nous perdons, nous nous donnons la main, mais d'abord, nous sommes convaincus que nous sommes supérieurs. Et je trouve ça incroyable parce que quand tu as un mec qui est capable de te sortir des discours comme ça, moi je vais à la guerre tous les jours avec lui, il n'y a aucun problème. Je m'arrache sur le terrain. C'est du Hugo dans le texte. Ouais, c'est ça, c'est du Hugo dans le texte. Je pense que c'est une bonne manière de résumer l'inate yougoslave, enfin des Balkans en tout cas. Et moi, je ferais remarquer que, comme Romain l'a précisé, c'est vrai qu'au niveau de son palmarès de coach en club, je trouve qu'il pourrait étoffer un peu plus son palmarès. Alors cette année, j'ai envie de dire que c'était l'occasion justement avec la Virtus Bologne de prouver qu'il pouvait aller chercher des titres, même si la saison d'Eurocup est pas finie, et même si ça va être dans des conditions un peu particulières, on verra la suite des événements. Mais tu vois, c'est ce que je retiens, c'est il est toujours resté fidèle en tant que coach, même s'il a coaché entre-temps le Pana et le Bayern Munich. Il est toujours resté fidèle au championnat italien. Et c'est un point intéressant que j'ai noté. Quand tu regardes les coachs comme Obradovic, notamment, qui avait coaché un peu à Trévise à l'époque, eux, ils ne se verraient plus coacher dans des championnats comme ça à l'heure actuelle, parce que c'est plus le championnat italien des années 80-90, même s'il y a un petit retour au premier plan par rapport aux résultats dans les compétitions européennes, les C2, les C3, les coupes d'Europe de deuxième, troisième catégorie. Mais lui, j'ai envie de dire, par rapport à l'avenue de Teodosic à la Virtus Bologne, ça a été le facteur déclencheur. Il n'aurait pas été là à Djordjevic, c'est pas sûr que Teodosic aurait signé à la Virtus Bologne cette année, quoi. C'est clair. Il y a un truc qui est assez intéressant pour bien compléter le personnage, c'est que la Virtus Bologne l'a fait signer. Il a joué à la Fortitudo, donc on connaît la rivalité entre les deux équipes. Ce qui est important de savoir, c'est que le gars fait signer deux gros joueurs, Markovic et Teodosic. Je pense qu'ils viennent clairement pour lui. Ça se passe plutôt bien. Il roule un peu sur l'Eurocup, il roule sur le championnat italien. Bon, la Coupe d'Italie, n'hésitez pas à aller voir le match contre Venise. Il vaut son pesant de cacahuètes parce qu'ils perdent au buzzer. Mais et malgré tout, le club a des ambitions incroyables. Ils veulent notamment organiser le top 8 de l'Eurocup chez eux à Bologne, à huis clos. Ils ont proposé, je crois, une solution alternative également à la Ligue italienne. Donc, ils ont vraiment des ambitions. Et Djordjevic, par contre, dit des trucs assez intéressants. L'arrêt est une décision à laquelle je m'attendais compte tenu des difficultés incroyables qui existent. Le Scudetto, honnêtement, tout se passe en arrière-plan. La priorité est maintenant la vie humaine lorsque la pandémie prendra fin. La peur de ces semaines ne s'estompera pas rapidement. Je ne serais pas surpris si les gens continuent à utiliser des masques longtemps après la fin de l'urgence. Nous avons subi un coup dur, ce ne sera pas facile, mais je suis convaincu que nous nous relèverons. Et ce qui est intéressant, c'est que, à travers son discours, bon, et bien sûr, il est bien plus long, il loue les gens qui sont en dehors du basket et qui permettent à l'heure actuelle de nous aider à surmonter cette crise, les personnels soignants notamment. Mais le mec, il montre quand même qu'il est humain, quoi. Contrairement à l'esprit qui semble se dégager de lui quand il coach, où il a l'air très froid, très concentré. Je pense que c'est le genre de mec avec qui j'aimerais bien prendre un café, quoi. ça doit valoir le coup. Mais j'aurais bien aimé aussi savoir si dans la vraie vie il trash talk autant qu'il le faisait à l'époque sur le terrain. Et puis, tu vois, ce qui est intéressant par rapport à l'Eurocup, malheureusement, la saison, les phases finales se sont arrêtées prématurément. C'est que là, s'ils peuvent aller en finale, donc à voir, parce qu'ils ont pensé à reprendre la compète, mais comme j'ai dit, dans des conditions particulières, il n'y aura peut-être pas de public. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils pourraient se retrouver en finale face aux Partizan Belgrade. Donc ça serait énorme. Et quand tu sais là que même s'il y aura pas de... Même s'ils font les matchs à huis clos, que le public n'est pas présent, ça pourrait jouer sur des matchs qui jouent en une seule fois, tu vois. Donc ça ajouterait quand même un peu de piment et ça serait quand même énorme, tu vois. J'aurais hâte de voir ça, moi.
clairement. Et une Eurocup avec en finale Partizan Virtus. Alors je sais pas si c'est possible parce que je crois quand on avait parlé que les deux peuvent se rencontrer. Hein. Ce serait fou parce que revoir des clubs comme ça, essayer d'aller lorgner la place qui les fera aller en Euroleague, c'est vraiment incroyable. Et Djordjevic y est pour beaucoup hein, parce que la Virtus Bologne, malgré les moyens qu'ils avaient ces dernières années, ça a tout sauté un peu au moment de concrétiser. Et là, cette année, ils ont vraiment été bons. Là, j'ai le tableau des phases finales sous les yeux. Bah voilà, le Partizan, ils sont en quart face à Kazan. Après, ils croisent avec Prometheas ou Tofas Bursa. Donc voilà, donc en demi-finale, ça serait ça. La Virtus, ils sont face à Monaco. Ah Et oui, dans l'autre exact. et dans l'autre partie de tableau, tu as Unicara Malaga, Venezia. Donc en demi-finale, c'est un des deux clubs-là. Donc ensuite, en finale, s'ils vont en finale, ils pourraient peut-être retrouver le Partizan. Donc ça serait incroyable. Bah, espérons qu'ils le fassent, hein. Enfin, s'ils le font et à huis clos avec un match, ce serait juste incroyable, exceptionnel. Et puis une finale Partizan Virtus, ce serait fou parce qu'on la regarderait tous les quatre. Et vous me verrez bien chambrer Romain puisque la Virtus la remporterait. Dans Ah, tes il a rêves. rien. Non, mais c'est dur, c'est deux clubs qui me tiennent énormément à cœur. Mais en tout cas, ce serait une finale 100% Bianconeri. Est-ce qu'on a tout dit sur Djordjevic, les gars? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Pas spécialement, à part que son équipe en Eurocup, comme on est en train de le dire, a largement dominé. C'est la première à l'éval, c'est la deuxième au point, c'est la première au pass. Voilà, c'est du C'est l'équipe Obradovic, quoi. qui a le meneur le plus élégant. Djordjevic, pardon. J'ai dit Oui, Obradovic. Djordjevic, ouais. Ben, moi, si je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à sa carrière de coach en équipe nationale, tu vois. Je regrette que ça soit déjà terminé parce que je pense qu'il avait encore beaucoup à prouver par rapport à ça. Et je dirais que ça aurait peut-être pu lui permettre, si notamment du fait qu'il n'a pas encore pu étoffer encore un peu plus son palmarès en tant que coach en club, ça aurait peut-être pu lui permettre vraiment de se mettre en avant encore plus, je pense. Quelque part, tu Pour, sais, je pense que dans un coin de sa tête, il imagine peut-être revenir un jour pour Ouais, prouver l'étendue de son talent au c'est ce coaching. que je pense, même avec une autre sélection, quoique à voir, parce que lui, il est fier d'être serbe quand même. Ouais, Mais mais je me dis que, on en parle pour coacher la sélection italienne, hein. ouais, ouais, bah, il serait pas contre ça, je pense. Ouais, c'est clair. Mais je pense qu'il a ça dans un coin de la tête. Et moi, ça me ferait plaisir de le revoir coach en sélection. Mm. Ouais, pour, c'est clair. pour moi, le fait qu'il coach plus la Serbie, c'est peut-être même la meilleure chose qui puisse lui arriver pour lancer pleinement sa carrière de coach en club, parce que ça paraît Mm. pas, mais depuis 2013, il a une double casquette. Nous, on le voit avec Vincent Collet, c'est souvent Mm. difficile. Vincent Collet a eu du succès un peu plus avec l'équipe de France et moins avec Strasbourg. Là, ça a été pareil pour putain, je veux dire Obradovic, pour Djordjevic, qui nous a régalé avec la Serbie et qui a connu moins de succès en club. Est-ce que maintenant qu'il a plus que cette casquette, voilà, il va être focus sur son club et quand on voit les ambitions de la Virtus, je lui souhaite beaucoup de succès avec un an de décalage parce que forcément le Partizan va gagner l'Eurocup cette saison si ça doit se terminer, mais Si ça doit se terminer, ouais. voilà, si ça doit se terminer. Mais moi, je pense que ça va le libérer de quelque chose et une seule casquette et mettre toute son énergie dans ce gros projet. Je trouve ça plutôt emballant. Ouais, Et puis, tu clairement vois, d'accord. Enfin, entièrement d'accord. si par la suite, par rapport aux rumeurs que tu as relatées, il coacherait la sélection nationale italienne, là où ça serait énorme déjà, c'est que, comme j'ai dit, en tant que coach et même en tant que joueur, il a souvent été fidèle à ce pays-là, à travers les clubs où il a atterri. Et en plus de ça, s'il y a des résultats derrière que ça match, ça serait énorme parce que l'Italie, clairement, on connaît les difficultés du basket italien déjà au niveau des clubs pendant pas mal d'années, mais même la sélection nationale, ça fait quand même depuis 2004 les JO d'Athènes qui ne sont pas retournés sur un podium. Donc je me dis, s'il arrive à les amener, s'il les coach et qu'il arrive à les amener vraiment loin dans les compètes et à leur faire remporter plusieurs médailles, ça serait superbe. Effectivement. Je crois qu'on a fait le tour, les gars.
C'était vraiment super enrichissant de parler d'un personnage comme lui. On refera sûrement un sondage parce que j'ai pas digéré le fait qu'on n'ait pas choisi Walter Herrmann parce que c'est encore un personnage du basket, plus visuel peut-être. En tout cas, je vous souhaite tous une très bonne journée. Merci d'avoir été là. Merci aux auditeurs d'avoir écouté cette émission et à bientôt pour de nouvelles aventures. Il y avait, Ciao les par copains. contre, Oui, juste, Adrien. il n'y avait pas de quiz? Bah non, il n'y avait pas de quiz. Ah, dommage. Ah, bah, pour une Eh oui, prochaine une prochaine fois. Une prochaine fois. fois. Ok. À bientôt, ciao, ciao. À plus. Ciao. Salut, ciao.